On va parler vélo, on va parler cyclisme, le coup tordu, le 349e épisode du coup tordu. Le coup tordu, pour ceux qui nous découvrent, le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Le coup tordu présent sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des 5 étoiles, je le lis très très rarement, mais si vous avez 15-20 secondes et si vous pouvez aller nous claquer un 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous permettra de grimper dans les classements. C'est ce qui nous fait aussi gagner en crédibilité. Donc si vous avez 5 secondes, franchement, ça serait méga gentil de votre part. Donc Deezer, Apple Podcast, Spotify et puis désormais également sur YouTube, la chaîne YouTube du coup tordu. Je vous retrouve en solo pour un 349e épisode du coup tordu. Encore une fois, emploi du temps un petit peu chargé. J'allume les podcasts de manière un petit peu inopinée. Donc voilà, compliqué de se coordonner avec la Tib et avec Enzo que vous retrouverez très très vite bien évidemment dans le podcast, dans le coup tordu. Alors je vous retrouve pour la preview du Tour du Danemark 2025. Tour du Danemark, donc l'actualité de la semaine. J'enregistre le podcast, nous sommes le lundi 11 août 2025. Le Tour du Danemark désormais qui est jouable en France. Vous savez qu'il y a pas mal de nouvelles épreuves qui sont autorisées au Paris en France. Mais alors je précise un truc parce que j'ai eu un message d'un sympathique auditeur du coup tordu qui fait du vélo, qui nous écoute pendant ses séances et lui ne parie absolument pas. Donc je sais qu'il y a à peu près, je pense que c'est à peu près la moitié des auditeurs qui écoutent le coup tordu pour le vélo et une deuxième moitié pour le vélo et aussi pour la partie pari. Alors pour ceux qui ne parient pas et qui sont là uniquement pour la partie vélo, pour la partie cyclisme, je n'incite absolument personne à jouer au paris sportif, à mettre de l'argent. Le coup tordu est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting. Et si demain, comme ça s'est produit en Belgique il y a 2-3 ans, il devient totalement impossible de parler de paris sportif sur un podcast sans quoi on tombe sous le coup de la loi, le coup tordu continuera de la même manière. On parlera plus de value, on parlera plus de cotes, on fera des prédictions, puis on multipliera les interviews, mais le coup tordu est là vraiment pour s'inscrire dans le temps. Donc il y a aussi des jeux de fantasy bien évidemment qui existent à droite à gauche. Nous on joue sur ça limite, mais il y a énormément de jeux de fantasy qui existent, donc vous pouvez jouer aussi à des jeux de fantasy sans forcément mettre de l'argent, et puis vous pouvez aussi chercher à décrypter les courses, à savoir qui sera le vainqueur. Pareil, ça aussi c'est totalement gratuit, donc je n'incite vraiment personne à jouer. Et pour celles et ceux qui jouent, jouer avec excès comporte des risques, c'est vraiment très très important, et les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. La semaine dernière on a fait une bonne semaine avec le PLT qui rentre, la victoire de Brandon McNulty sur le Tour de Pologne, la cote à 6, donc ça nous fait passer dans le vert pour cette première semaine du mois d'août. Ça c'est plutôt sympathique. Et puis j'ai 2-3 petites actualités vélo quand même. On va parler de 2-3 petits trucs avant d'attaquer la grande preview de ce Tour du Danemark 2025. On va commencer. Alors je vais revenir sur Pauline Ferrand-Prévot, parce que ça continue de débattre, ça continue de discuter. Elle a perdu 4 kilos. Alors moi j'ai une publi sur les réseaux sociaux qui a fait un buzz. Elle est à plus de 110 000 sur Instagram, elle est à 75 000 également sur TikTok. Quand j'ai donné mon avis sur la performance de Pauline Ferrand-Prévot, alors bien évidemment c'est comme d'hab, je vais reprendre un petit peu les phrases d'Omar Sy. S'il y en a qui comprennent pas le français, faut juste qu'ils retournent à l'école. Alors je sais que ça s'adresse pas à vous, ça s'adresse plutôt à ceux qui visitent les réseaux sociaux sans véritablement écouter le podcast. Donc ceux qui comprennent pas le français, faut qu'ils retournent à l'école. Je retire pas une ligne, une syllabe, un mot de ce que j'ai dit. J'assume absolument tout. S'il y en a qui ont envie de comprendre autre chose que ce que j'ai dit, comprenez autre chose que ce que j'ai dit. J'en ai absolument rien à foutre. Est-ce qu'à un moment, et je me justifierai pas, est-ce que j'ai à un moment donné, j'ai dit que Pauline Ferrand-Prévot était pas une immense championne? Jamais. C'est une immense championne. Est-ce que j'ai dit qu'elle avait pas mérité sa victoire? Jamais. Elle a amplement mérité sa victoire. Et est-ce que j'ai parlé de zone rouge ou de choses interdites par le règlement? Je n'ai jamais parlé de ça. Donc s'il y en a qui ont envie de comprendre autre chose que ce que j'ai dit, comprenez autre chose que ce que j'ai dit, ça me pose absolument aucun problème. Maintenant, les discussions continuent sur les réseaux sociaux, sur certains médias traditionnels, notamment par rapport à sa perte de poids et les 4 kilos qu'elle a perdu en quelques semaines. Bon, Cédrine Carbaol, clairement, on est presque sûr qu'elle parlait d'elle quand elle a parlé de filles qui vraiment étaient ultra maigres, à la limite de l'anorexie, à la limite de se mettre en danger physiquement. Et même en interview, Pauline Ferrand-Prévot, quand elle en parle, elle est pas non plus, je trouve, ultra méga à l'aise avec ça. Alors attention,
je vais quand même préciser un truc, et ça je pense que n'importe quel entraîneur pourra le confirmer, il suffit pas de perdre du poids pour remporter un Tour de France, que ça soit masculin ou féminin. C'est ce qu'expliquait Mimosa, Sylvain Chavanel dans son livre. Rappelez-vous, Mimosa, il fait partie de la liste de tous ces coureurs français à un moment donné qui ont été cités pour devenir français après Bernard Hinault qui remporte le Tour de France. À un moment donné, Mimosa, il a essayé de perdre, il le raconte dans son livre, il a essayé de perdre des kilos pendant un hiver, il mangeait que de la salade, et puis finalement ça a absolument rien donné. Donc c'était pas fait pour lui. Mimosa, c'était un chasseur d'étapes, c'était un super méga baroudeur, c'était un Flandrien, excellent Flandrien. Désolé amis belges, mais il aurait dû remporter un Tour des Flandres. En tout cas, il l'avait dans les jambes. Donc c'est aussi quelque chose qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Maintenant, certains, même c'est Sandrine Carball qu'on a parlé, tu vois, où s'arrêtent les règlements. Mais déjà, jouer sur sa santé, à savoir... perdre 4 kilos de cette manière, est-ce qu'on n'est pas déjà, c'est une question, est-ce qu'on n'est pas aussi dans la zone grise ? C'est-à-dire une coureuse qui joue avec sa santé, ou un coureur qui joue avec sa santé pour obtenir des résultats, quelle que soit la manière, est-ce qu'on n'est pas dans la zone grise ? Quand Demi Vollering dit qu'elle ne mettra jamais sa santé en jeu pour remporter une course, même le Tour de France, pour moi, c'est explicite. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et moi, je vois pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Mais finalement, la critique, elle est où ? Parce que quand on analyse un petit peu les performances chez les hommes des uns et des autres, on nous dit jamais grand-chose. Donc finalement, est-ce que le problème ne serait pas le suivant ? Est-ce qu'on ne tomberait pas dessus simplement parce que Pauline Ferrand-Prévot est française et qu'on estime consciemment ou inconsciemment que moi, en tant que Français, je n'aurais pas le droit de pas émettre des doutes, c'est pas ce que j'ai fait, mais simplement de me poser des questions sur la manière dont sa performance a été réalisée. Qui est la meilleure ambassadrice aujourd'hui pour le vélo ? Alors j'ai pas d'enfant, voilà, mais si j'avais une fille, est-ce que me dire que potentiellement il faut rentrer dans une course à la perte de poids pour être performant, est-ce que c'est quelque chose qui me donnerait envie de l'inscrire dans le cyclisme ? Si je vois Pauline Ferrand-Prévot, clairement pas. Si je vois Demi Vollering, clairement, suivez Demi Vollering sur les réseaux sociaux. Alors après, encore une fois, je la connais pas, mais en tout cas, ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, elle est avec son chien, elle mange sainement, elle fait du stretching, elle fait énormément d'étirements, et puis elle a l'air en bonne santé, elle a l'air en pleine forme, c'est une nana qui a l'air de kiffer la nature. Moi je trouve que Demi Vollering est une meilleure ambassadrice pour le cyclisme féminin que Pauline Ferrand-Prévot. Est-ce que en tant que Français, est-ce que j'ai le droit de penser ça ? Voilà, est-ce que j'ai le droit de penser ça ? Moi, je pense que j'ai le droit de penser ça. Et ceux qui sont pas contents, et encore une fois, je sais que ça vous concerne pas, vous qui êtes à l'écoute du podcast, mais que ça concerne plus ceux qui zappent sur les réseaux sociaux et qui regardent un petit peu le coup tordu de loin. Si ça leur plaît pas, je les emmerde. On n'est pas en Corée du Nord. On a encore le droit de penser ce qu'on a envie de penser et de dire ce qu'on a envie de dire. Et voilà, et c'est pas parce que je préfère Demi Vollering à Pauline Ferrand-Prévot que je dénigre la victoire de Pauline Ferrand-Prévot et que je tombe dans la diffamation. Enfin, voilà, j'ai le droit d'avoir mes goûts quand même. C'est pas interdit. Voilà pour ce premier petit sujet. On reviendra également dans un prochain podcast parce que moi il y a un truc que je trouve complètement démentiel. Alors ça concerne le foot. D'ailleurs Zach Nani qui a fait une interview dans son podcast Vidéocast Zach en roue libre de Valentin Badouos. C'était sympa, c'était plutôt pas mal. Voilà, c'était marrant de voir Zach Nani s'intéresser un petit peu au vélo. Moi je trouve son idée totalement démentielle d'avoir acheté les droits du championnat saoudien. Et ça pour moi c'est une perspective qui ouvre énormément de... Alors moi je me mets pas à son niveau, alors là, j'en suis à des années, des milliards d'années-lumière. Le podcast pour l'instant, le coup tordu, voilà, vous êtes quelques centaines à nous écouter, YouTube plus les plateformes de podcast, voilà, on doit claquer sur les meilleurs épisodes. Vous devez être aux alentours de 2000 personnes, donc on est très 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 loin de tout ça. Mais pour moi, sur l'avenir, sur le moyen et sur le long terme, ça ouvre des perspectives qui sont pour moi complètement démentielles. Et si on la transpose à énormément de sport. Donc on parlera de tout ça dans le prochain podcast.
Et puis sur l'actualité vélo, bien évidemment, vous avez tous vu les propos de Bjarne Riis qui ont été repris à droite à gauche. Bjarne Riis dans une conférence, vainqueur du Tour de France 1996, qui a complètement assumé cette dopée. Il a dit que voilà, dans la montée d'Otakam en 96, il était complètement camé. Et bon, alors voilà, ça choque, les gros titres, voilà, il assume, pas de remords. Honnêtement, moi j'ai pas envie de tirer sur Bjarne Riis. Alors à l'époque, bien évidemment, il y a quelques coureurs qui n'ont pas voulu croquer, qui n'ont pas voulu aller dans ce système. On a reçu Eric Boyer l'hiver dernier dans le coup tordu, un mec comme Gilles Delion également, qui avait été meilleur jeune du Tour de France au début des années 90, qui aurait dû faire une bien meilleure carrière s'il n'y avait pas eu tous ces protocoles de dopage. Lui, très rapidement, je pense que c'est le premier qui a dit merde, bien avant Christophe Basson. Mais pour revenir un petit peu sur Bjarne Riis, pour moi c'est l'exemple même, si vous voulez, que le dopage n'a pas le même effet sur tous les individus. Un protocole de dopage, l'immense connerie qu'a raconté, je vous en avais déjà parlé dans les précédents podcasts, l'immense connerie qui a raconté, c'est de se dire finalement si on dope tout le monde se retrouve au même niveau. Non, parce que comme l'expliquait, alors attention, Antoine Veilleur, pour moi c'est pas ma référence, mais encore une fois, voilà, je pense que dans 5, 6, 7, 8 trucs qu'il raconte, de temps en temps, il y a un truc vrai, ou de temps en temps, il se rapproche de la vérité. Après, il y a à boire et à manger, bien évidemment. C'est comme tout, faut faire son tri. Puis même dans le coup tordu, voilà, quand vous m'écoutez parler, je peux dire aussi de la merde. J'ai aucune prétention, j'ai absolument pas la science infuse. Je vous donne mon avis et puis ensuite on en discute, on partage sur les réseaux sociaux et c'est toujours intéressant. Mais donc, Veilleur, il expliquait que le dopage, tous les corps ne réagissaient pas au même effet au dopage. Et Bjarne Riis, si on revient au début de sa carrière, qui débute à la fin des années 80, c'est Cyril Guimard, je crois qu'il repère à la fin de la saison 86 ou 87 sur un critérium, ils en parlent avec Fignon, ils se disent ça serait très bien de le récupérer. À la fin des années 80, Bjarne Riis, c'est le garde de corps du corps de Laurent Fignon sur les grands tours. C'est son Grégario. Alors moi, j'ai essayé de chercher un équivalent aujourd'hui en 2025 d'un coureur qui pourrait se transformer de Grégario en vainqueur potentiel du Tour de France. Un profil qui se rapproche, Nils Politt. Voilà, Nils Politt, qui a fait un peu garde du corps de Tadej Pogačar sur le dernier Tour de France. C'est comme si vous voulez l'équivalent, c'est comme si dans 5 ou 6 ans, Nils Politt remportait le Tour de France. Voilà, Bjarne Riis qui gagnait le Tour de France en 96, si on fait un parallèle, c'était ça. Maintenant, là où j'ai pas envie vraiment de tirer à boulet rouge sur Bjarne Riis comme tout le monde le fait sur les réseaux sociaux, c'est que pour moi, il y a vraiment une faille dans ces histoires de dopage à l'ancienne, c'est Festina. C'est 1998. C'est-à-dire que si on remonte à ce qui s'est passé avant, l'UCI n'en avait absolument rien à foutre. C'est ce que nous avait expliqué Eric Boyer dans le podcast. Greg LeMond, à un moment donné, se pointe avec l'épreuve de l'EPO, les éléments, avec tout. L'UCI n'en a absolument rien à foutre. Et finalement, les coureurs à cette époque-là, ils avaient 2 solutions. C'était soit aller dans un système où finalement les big boss du cyclisme mondial ne disaient absolument rien, soit tout simplement aller faire autre chose. Imaginez-vous dans votre métier. Voilà, je ne sais pas quel est votre métier, mais voilà, vous faites un métier et il y a un truc qui fait que en trichant, vous allez obtenir des résultats, de bien meilleurs résultats. Je ne sais pas si vous êtes commerçant, un meilleur chiffre d'affaires, et personne ne dit rien. C'est-à-dire que les problèmes sont remontés tout en haut de l'État, à la police, au gouvernement, aux instances judiciaires. Tout le monde s'en fout. En fait, alors vous allez peut-être pour votre conscience vous dire je ne le fais pas, mais vous allez voir votre concurrent ou vos collègues ou les concurrents au sein même de votre entreprise qui eux vont le faire et qui vont avoir de bien meilleurs résultats que vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà, il y a 8-9 personnes sur 10 qui vont le faire. Donc voilà, donc Bjarne Riis, il est simplement rentré dans un système qui était ultra institutionnalisé à l'époque et je trouve qu'il a le mérite d'assumer et ça voilà, moi je pense qu'au fond Bjarne Riis c'est pas un mauvais mec. Voilà, c'est ma conviction, peut-être que je me trompe,
Mais je pense qu'au fond, c'est pas un mauvais mec. Maintenant, pour moi, je vous le disais, il y a une scission, c'est 1998, c'est l'affaire Festina. Et après l'affaire Festina, il y a beaucoup d'équipes, et notamment les équipes françaises, qui veulent sortir de tout ce système. Et c'est à ce moment-là où Johan Brunel et Lance Armstrong arrivent. Et Lance Armstrong, qui au passage, avant son arrêt pour cancer, n'avait fait qu'une 73e place sur le Tour de France. Donc on voit aussi que chez lui aussi, les protocoles de dopage ont aidé à faire ce qu'il est devenu. Bon, il avait un titre de champion du monde, mais avant sa maladie et avant de revenir à la Cofidis, c'est pas un mec, on se disait potentiellement il peut aller ne serait-ce que faire un top 5 sur un grand tour, hein. C'était absolument pas d'actualité. Donc voilà, vous connaissez tous l'histoire. Il a son cancer, il revient d'abord dans un premier temps à la Cofidis et puis après avec les équipes américaines, et il remporte cette Tour de France à la suite qui ont été annulées derrière. Et c'est Armstrong et le fameux Johan Brunel que je porte dans mon cœur, comme vous le savez, hein, je dis ça de manière ironique, qui ont fait en sorte que ce système soit institutionnalisé de manière encore plus forte, encore plus marquée, et qui ont fait qu'on a mis 10-15 ans de plus à en sortir. Et ce système aussi qui a fait que certains coureurs n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir. Je prends toujours l'exemple de David Moncoutier. David Moncoutier, faire ce qu'il a fait à l'eau plate dans cette période, David Moncoutier, pour moi, c'est un mec qui aurait dû remporter une Vuelta. Voilà, à minima. Allez, on enchaîne sur le Tour du Danemark. Alors, magnifique preview de Titouan sur vélo futé. On a 5 étapes. On a 2 étapes qui, a priori, devraient plutôt être pour les sprinteurs, même s'il faut se méfier des bordures. On va en reparler. Donc, 2 étapes pour sprinteurs. 2 étapes, on va dire, relativement punchy, mais enfin, tout se déroule au niveau de la mer. Donc, c'est pas non plus, c'est technique, mais on n'est jamais sur des ascensions qui sont très, très longues, hein. Il y a aucun problème pour un bon Flandrien. Je dirais même pour un Ardennais, c'est des ascensions qui sont trop courtes. Et on terminera avec un contre-la-montre de 14 km qui sera, je pense, décisif pour le classement général. Alors, on va tout de suite aller du côté des PLT, parce que je vais vous donner un premier PLT pour moi qui est très, 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 très bon à prendre. Franchement, je vois pas comment Mads Pedersen peut être battu. Mads Pedersen, voilà, quand j'ai préparé le podcast, j'ai un petit peu analysé le truc. Mads Pedersen, je le cotais à peu près aux alentours de 1,50. 2,10 pour moi, c'est très très bon à prendre. On sera sur 0,33% de bankroll pour ce premier pic. Mads Pedersen, c'est un mec, quand il reprend, il n'a pas besoin véritablement d'avoir des courses pour se remettre en route, hein. Il est performant de manière générale assez rapidement, et puis souvent quand il revient après de longues semaines d'absence, très souvent il a la dalle. Il est à domicile, le parcours est totalement taillé pour lui. C'est parfait. Vous voulez tailler un parcours parfait pour Mads Pedersen, et c'est pour moi Pedersen un coureur de classe mondiale. Alors c'est un peu compliqué de comparer les profils, mais aujourd'hui est-ce que Mads Pedersen aujourd'hui c'est devant Wout van Aert? Est-ce que c'est devant c'est compliqué parce que c'est deux Flandriens. Est-ce que Wout, meilleur en montagne, Pedersen a fait des progrès de dingue en montagne. Donc pour moi, Pedersen, pointe de vitesse à sprint, il est meilleur que Wout. Il a eu de meilleurs résultats cette année sur les Flandriennes. En contre-la-montre, c'est aussi meilleur que Wout. Donc finalement, aujourd'hui, et en montagne, il a fait des trucs de dingue, hein. Sur Paris-Nice, il a fait des trucs de dingue. Donc pour moi, j'adore Wout van Aert, mais pour moi aujourd'hui, Wout, on le mettait sur les fantastiques, on le mettait parmi les 6 fantastiques il y a encore pas très très longtemps. Pour moi aujourd'hui, Mads Pedersen, c'est légèrement au-dessus de Wout van Aert, sachant que Wout van Aert est vraiment très très fort. Donc pour moi, c'est vraiment le seul coureur du très très haut panier du niveau mondial présent sur ce Tour du Danemark. Il arrive avec une équipe très solide. Alors je crois que dans les 2e, 3e favoris de l'épreuve, on a du Mathias Skelmose. On sait que c'est aussi un tour qui va se jouer énormément aux bonifications. Donc j'ai du mal à voir Skelmose. Je vois pas trop dans quel scénario il pourrait l'emporter. Il lui faudrait, je pense, peut-être une échappée. Skelmose aussi à domicile. Donc voilà, premier PLT, 0,33% de bankroll pour la victoire de Mads Pedersen. La cote à 2,10 qui, je vous le redis, est vraiment très très bonne à prendre. Pour cette première étape, alors c'est relativement plat. On va avoir un sprint, léger faux plat montant à l'arrivée. On aurait pu avoir des bordures véritablement sur cette étape parce qu'on va être quasiment en front de mer sur une grande partie de la journée. Alors voilà, sur toute la partie retour de l'étape, on est sur vent de face, vent 3/4 face.
Donc je vois pas vraiment comment ça pourrait bordurer, à moins un coup de Trafalgar dès le début de l'étape, mais je vois pas trop ce scénario. Donc pour moi, ça va être sprint vent de face, pas gros vent de face, mais sprint vent de face. Donc ce qui va mettre un petit peu tous les sprinteurs dans le jeu. Je vois pas un sprinter, même un mec comme Fabio Jakobsen qui est de retour après une longue maladie. On va reparler de Fabio Jakobsen. Je vois pas véritablement un gros sprinter se faire piéger. Voilà, je pense que ça va jouer. Si le vent avait été en sens inverse, ça aurait été autre chose. Là, véritablement, on aurait pu avoir une arrivée à 30-40 coureurs, mais là, on va sprinter vent de face. On aura toute une phase retour vent de face. Donc vraiment, sprint en gros paquet. Alors, le favori, c'est Jasper Philipsen. J'ai du mal à aller sur Jasper Philipsen. Alors après, il va peut-être gagner, mais c'est la reprise pour lui après le Tour de France. Il n'y a pas eu de stage, si vous voulez, en altitude. S'il a préparé son Tour de France en stage en altitude, bah là, logiquement, le pic de forme est passé. Au niveau du train, on n'a pas Oscar Risbeck, on n'a pas Caleb Groves, on n'a pas Mathieu Van Der Poel. Donc, il arrive quand même avec un train qui est pas faiblard, évidemment, ça reste correct. Et puis du côté des Alpecin, on a toujours une bonne stratégie de sprint, mais il n'arrive pas avec son train, si vous voulez, classe business, quoi. Il arrive avec son train, voilà, première, deuxième classe, voilà, évidemment sans dénigrer les coureurs. L'équipe que j'aime bien sur cette étape, c'est la UNOX, ils sont chauds, vous les avez vus sur le Tour de Norvège. Là, ils enchaînent avec le Tour du Danemark. Soren Warentscheld, je vais pas prendre de prono sur cette première étape du Tour du Danemark, enfin je vais pas prendre de pari, mais si j'avais un prono à donner, j'irais sur Soren Warentscheld par rapport à la force collective des UNOX et encore une fois par rapport à la dynamique qui a été enclenchée sur le Tour de Norvège. Mais encore une fois, je mettrai pas d'argent dessus. Et alors, il y a un coureur véritablement qui va m'intéresser, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, c'est Fabio Jakobsen. Alors Fabio Jakobsen, je vais pas rentrer dans les détails médicaux parce que voilà, je suis pas tout bib, absolument pas, mais il a eu quasiment le même problème que Kian Uctobroeks. Donc ils ont tous les deux été opérés pour ça. Visiblement, c'est un problème qui est de plus en plus récurrent chez les cyclistes. Quand on voit comment Kian a été performant sur le Tour de l'Ain, moi je souhaite la même chose à Fabio Jakobsen. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de bordure, il va être dans le sprint. Moi, je pense pas que Fabio soit complètement cramé. Je pense vraiment qu'il a été plombé par cette histoire, ce problème de santé, un petit peu comme Kian a eu ce problème, comme Kian Uctobroeks. Et puis il faut se rappeler que Fabio, c'est un survivor. Il est déjà revenu une fois de nulle part, d'encore plus loin que de là où il revient, après sa chute en 2020 sur le Tour de Pologne. Rappelez-vous, pendant quelques heures, on pensait qu'il était mort. C'était vraiment hyper chaud. Et puis au fur et à mesure que les nouvelles arrivaient, qu'il était, on va dire, dans un état stable, et on était à peu près sûr qu'il allait survivre, on se demandait, on espérait qu'il n'ait pas de séquelles en fait. Et puis une fois qu'on a compris qu'il n'aurait pas véritablement de séquelles, on se disait Fabio, ça serait bien qu'il remonte sur un vélo. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre une activité de coureur professionnel ? Et quand on suit son parcours, ses premiers entraînements, quand il raconte un petit peu comment ça s'est passé, son visage est quand même marqué à vie de cette chute sur le Tour de Pologne. Fabio Jakobsen, il a réussi à regagner des étapes sur le Tour de France et à revenir véritablement de nulle part. Donc je pense qu'il en est capable. Voilà, je pense que Fabio Jakobsen vraiment a été plombé par il y a aucune raison, à part ce problème de santé, il y a aucune raison, zéro raison qu'il soit devenu nul. S'il avait peur de faire des sprints après ce qui lui est arrivé sur le Tour de Pologne, il n'aurait pas reperformé après ces dernières années, il n'aurait pas regagné des étapes en Grand Tour. Donc pour moi, c'est l'interrogation. Fabio Jakobsen, honnêtement, je ne serais pas surpris qu'on ait un retour. Alors, la cote est à 20 pour ceux qui sont intéressés, mais je ne serais pas surpris qu'on ait un retour de nulle part de Fabio Jakobsen. Donc, récapitulatif du prono, voilà, pour ce tour du Danemark. Ça sera un PLT sur le classement général. La victoire de Mats Pedersen, la cote, on est à 2,10. La BK, c'est 0,33% de bankroll. Et puis, on va observer, on va garder un petit peu les interviews, on va voir ce qui se passe sur cette première étape qui est diffusée chez les copains d'Eurosport. Je vous rappelle que vous retrouvez Thibaut sur son compte X, son compte Twitter, Thibaut Chambre, Enzo alias Analyste Phoenix, son site The Big Gear, et son compte X, son compte Twitter alias Analyse Phoenix. Pour ceux qui me posaient la question, il y a toujours des chocolats de Dubaï, des tablettes sur le shop, sur le TikTok shop du coup tordu avec 15% de réduc. Voilà, j'essaye de vous trouver des deals qui sont gagnants. Voilà, le petit côté
côté publicitaire sur l'émission. Voilà, vous savez, les chocolats de Dubaï, c'est ces fameux chocolats avec des biscuits et de la pistache à l'intérieur. Franchement, c'est une véritable tuerie. En plus, c'est fait et c'est produit en France. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, qui ont envie de se faire plaisir, envie de faire des cadeaux ou manger ça en regardant les courses de vélo, vous cliquez dans le lien de l'épisode. Voilà, vous aurez un petit lien qui vous amène sur le shop du coup tordu. Vous, ça vous fait une réduc. Nous, ça nous fera un petit rakeback et comme ça, c'est gagnant pour tout le monde. On se retrouvera demain pour l'analyse de la deuxième étape du Tour de Danemark. Allez, ciao les amis.